Notre invité ce soir pour cette apéro surprise est François-Guillaume Laurin. Vous êtes un peu surpris, rassurez-vous, il ne va pas être tué dans les secondes qui viennent. Nous allons faire une dégustation à l'aveugle. C'est un apéro à l'aveugle avec un blind taste. Voilà mon petit vin que je fais couler goulûment dans mon verre, dans le verre de François-Guillaume. Alors François-Guillaume, j'ai besoin de votre main délicatement. Voilà, et on commence le test et je me sers en même temps. Et il va essayer de découvrir quel nectar je lui propose ce soir. Un petit mot pendant cela pour vous présenter quand même l'auteur. Donc François-Guillaume Laurin est une des grandes plumes du magazine Le Point. C'est un auteur à succès qui a déjà écrit au moins une dizaine de livres, beaucoup de romans et même des essais, je dirais, qui ressemblent à des enquêtes historiques. Ah, je crois lire dans ses yeux, alors pas dans ses yeux, mais dans son visage, qu'il commence à deviner ce que je lui propose. Non. Allez-y, continuez. Dans quelle région suis-je? Dans quelle région? Bon, il n'y en a pas beaucoup en France, si on reste en France. Allez, on va partir vers Bordeaux. Eh bien, c'est complètement perdu. Bon. C'est complètement perdu. Alors, on ne va pas faire le jeu trop longtemps, François-Guillaume, je vous rassure. Je vous propose de retirer votre bandeau. J'ai été mis à la question. Et vous faire découvrir ce Bourgogne qui est un Irancy. Un Irancy. Alors, pourquoi ce vin du nord de la Bourgogne, l'extrême nord, un pinot noir, mais assemblé avec 5% de César, donc un des plus vieux cépages de France, parce que le bon docteur Fagon, l'apothicaire du roi Louis XIV, conseillait ces vins de Bourgogne et l'Irancy sur la table du bon roi Louis XIV parce que c'était bon pour sa santé. Or, le sujet de notre thème, c'est bien Louis XIV, puisque vous êtes venu accompagné de votre dernier livre consacré à l'enfant roi Louis XIV jeune, c'est chez IXO. Mais il ne buvait pas encore de vin, il n'avait pas encore de problème. Il avait des problèmes de santé, mais on ne le traitait pas avec le vin encore. C'est vrai, voilà. Et en plus, il coupait beaucoup avec de l'eau, donc il nous n'avait pas le plaisir que l'on a de découvrir le vrai Bourgogne. Dans ce livre, François-Guillaume, donc vous allez nous développer l'enfance de ce jeune roi. Alors, j'allais dire, naturellement, le point de départ, on le connaît parce que c'est le château de Saint-Germain, le 5 septembre de l'an de grâce 1638, la naissance du jeune Louis. En revanche, la fin, c'est quand la fin de l'enfance? C'est quand la fin de votre livre? Le livre se termine à la fin de la Fronde, quand il a 15-16 ans, et qu'il reprend la main politiquement, militairement, qu'il éloigne ses ennemis, le cardinal Loretz, après Condé. Et en fait, c'est presque sa première prise de pouvoir. On parle tout le temps de la prise de pouvoir de 1661 après la mort de Mazarin, mais sa première prise de pouvoir, c'est 1653, quand il a 15 ans. Alors, il y a un parti pris de l'auteur qui est de faire parler les protagonistes, faire parler le jeune roi. Je cite simplement, parce que ça m'amuse et ça donne un peu l'ambiance de cette écriture. « Quel a été votre nom de baptême ?» lui demande son père. Louis se pinça les lèvres. Dans l'émotion de la cérémonie, il avait oublié ce Dieudonné qu'on lui avait attribué. Vexé d'être pris en défaut, il se tourna vers la princesse de Condé, qui n'osa pas le lui souffler. « Louis XIV, répondit Louis. « Louis XIV, répéta Louis XIII d'une voix rêveuse. Savez-vous compter? Non, mon père, avoua l'enfant, mais je connais déjà ce chiffre qui sera le mien. Alors, bon, j'ai cité simplement cet exemple pour dire que vous vous amusez par moments, mais pour moi, François-Guillaume, ce livre est vraiment très très proche de l'histoire vraie, très fidèle. Or, pourtant, je vous ai déjà entendu défendre ce livre en disant qu'il s'agit d'un roman. C'est les deux. C'est-à-dire, en fait, je pars tout le temps d'anecdotes que j'ai pu relever dans des biographies ou dans des mémoires de première main des protagonistes de l'époque. Mais ce sont toujours, en fait, de minces relevés, comme un peu des communiqués, des télégrammes. Et il y a peu de choses relativement sur la jeunesse de Louis XIV. Elle a été escamotée. C'est aussi la raison pour laquelle je m'y suis intéressé. Et ça ne constituait pas du tout assez de matière. Et il fallait
à partir, c'était un peu des petits tremplins, des incitations à partir vers le roman, à creuser. Quand vous citez cette scène, évidemment, personne n'a rendu compte exactement des propos. Quand, par exemple, à l'âge de 5 ans, après la mort de Louis XIII, on sait que Louis XIV, à 5 ans, lors du lit de justice qui a lieu, doit prononcer un tout petit discours. Et à moi, en tant que romancier intéressé par cette histoire, ce que je vais aller chercher, ce que je vais aller creuser, c'est comment a-t-il préparé ce discours? Parce que c'est ça qui nous sidère, nous, aujourd'hui. Comment un enfant de 5 ans, devant tous les grands du royaume, peut-il faire, peut-il préparer sa leçon et comment elle peut être reçue aussi par ces grands des royaumes. Donc, je vais m'intéresser en fait au chant, au contre-chant, à aller dans les bords, dans les trous, dans les impasses, dans les ellipses, parce que en fait c'est une histoire pleine de trous, pleine d'ellipses. C'est là où le romancier il peut s'engouffrer. Et j'aurais 15 exemples à vous donner. En fait, j'ai systématiquement fait mon marché de petites anecdotes pour voir en quoi elles reflétaient le caractère et aussi la ligne claire que je voulais de mon personnage, qui était la construction d'un apprentissage douloureux, salvateur et fondateur pour la suite du royaume, mais où il fallait en fait construire, c'est comme un puzzle, où il y avait des petites loupiottes qui étaient ces petites... par exemple, la fugue. On raconte toujours qu'il a failli mourir, se noyer dans un bassin aux Tuileries. Voilà, point barre, 2 lignes. On sait qu'il avait une petite amie à l'âge de 6-7 ans qui était une domestique, qui s'appelait Marie. On ne sait pas plus. Donc, par exemple, j'ai lié les deux et ça m'a amusé de comprendre aussi, parce que c'est un enfant qui est enfermé dans le palais royal, cette fugue, pourquoi fuguer? Pourquoi il peut fuguer? Ça veut dire qu'il les peut surveiller. À quoi il joue avec cette domestique? On savait juste, il inversait les rôles, c'est-à-dire qu'il n'était plus le roi, mais il était le domestique et elle était la princesse. À partir de là, ça trace des perspectives voilà, que le romancier doit emprunter, explorer jusqu'au bout. D'accord. Alors c'est distillé effectivement avec subtilité dans ces interstices. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est aussi et d'abord un livre d'histoire. Et alors, justement, vous parliez de votre personnage principal, mais je dirais il y en a presque 3. Il y a effectivement la mère, Anne d'Autriche, dans le rôle de la régente. Il y a le cardinal, donc Jules Mazarin, le grand ministre d'État. Et puis il y a effectivement cet enfant roi qui est bien sûr déjà roi, mais il n'a que 5 ans, mais qui est encore complètement enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de ce triumvirat En fait, ce qui structure l'enfant, roi d'abord, d'ailleurs dans le titre il y a les deux, c'est-à-dire qu'il n'est qu'enfant, donc il est empêché, il est dans une sorte d'impuissance qui est celle de l'enfant, et puis il est tout de même roi, donc il a une charge très importante à un moment où le royaume est chahuté de toutes parts par le Parlement politique, par les grands du royaume, par les princes, par l'étranger, par l'Espagne. Okay. Et donc, il demande aussi, lui, dans son apprentissage et dans sa croissance, à être reconnu comme roi. On s'adresse aussi à lui comme roi. Il y a une ambivalence là, moi, que j'ai tout le temps voulu creuser à chaque chapitre, dans la puissance, impuissance. Autour de lui, vous avez raison, il y a ces 2 personnages principaux. La mère, et ils se rejoignent ces 2 personnages parce que Mazarin et la reine, parce qu'ils ont besoin du roi. Justement parce que c'est un enfant, et parce que c'est un enfant, il est aimé. Il continue à être aimé. C'est peut-être la dernière pièce qui continue à être aimée dans tout le dispositif. Et donc, on se sert de lui comme paravent, comme preuve d'amour. Et il faut donc à la fois l'utiliser, le manipuler, le préserver, mais quand même l'utiliser. Donc on va le montrer, on va quand il faut aller rencontrer les gens du Parlement, quand il faut aller faire une sorte de tour de France pour pacifier, apaiser, voilà, on l'expose, on le fait, il y a une parade un peu de la mascotte et de la marionnette Louis XIV. Et puis en même temps, il faut l'élever. Il faut l'élever assez vite parce les enjeux, c'est qu'on comprend que ce royaume, il ne tient
aussi qu'à la personnalité du roi. Et donc si on en fait un mauvais roi, si on tarde aussi à lui donner les rênes, les problèmes, les soucis de ce royaume vont continuer. Et donc il y a un enjeu éducatif. Contrairement à ce que dit par exemple Saint-Simon, qui détestait Louis XIV, il a été bien éduqué, il a été même entouré de professeurs. Mais la reine, elle, a ce rapport ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a une grande tendresse vis-à-vis de lui. C'est une Espagnole qui aime ses enfants, qui aime être entourée par ses enfants, qui lui apprend certaines valeurs et en même temps qui est dure et sévère parce qu'il y a cette exigence on va dire aujourd'hui, de résultats. Vraiment, il ne faut pas que ce soit un roi fainéant. Il faut que les principales vertus du roi, patience, force, constance, tempérance, soient véritablement inculquées. Le cardinal essaye, l'initier assez vite aux affaires, le fait rentrer assez vite au conseil du roi, lui faire participer très vite aux réunions. Il est responsable de son éducation, il est en tant que parrain, il chapeaute toute cette structure, ce dispositif pédagogique, et il va distiller petit à petit, un peu on va dire aujourd'hui sur le tas, au fur et à mesure des rencontres, et au fur et à mesure des contretemps, les leçons à son royal élève. Par exemple, je fais tout un chapitre sur l'éloge du silence, ne pas répondre alors que l'enfant est un peu, voilà, comme un enfant, il est excessif, il est bouillonnant, il voudrait à ceux au Parlement qui lui parlent mal, qui font des remontrances, pouvoir répondre, ou au prince de Condé, son cousin plus âgé, qui est le héros de l'époque, qu'il méprise, il voudrait, non, il lui apprend les valeurs de la prudence et du silence. François-Guillaume, vous avez donc lâché le mot d'éducation qui est vraiment au cœur le fil conducteur de votre livre, je trouve. Livre donc roman, j'accepte le terme, qui procède par petites touches, par petits chapitres très courts. Et à chaque fois, on découvre une nouvelle situation, on découvre un nouveau personnage qui a compté dans cette éducation. Alors, la première jeunesse, c'est d'abord des femmes, des gouvernantes qui sont un peu des mamans bis. Hein. Selon la tradition, jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de raison, il est confié aux femmes qui lui racontent des contes. C'est pour ça que je fais tout ce développement autour de Podane, qui n'a pas été encore écrit par Perrault, mais qui est déjà raconté oralement par les femmes. Ça m'intéressait d'aller voir. On savait qu'on lui raconte Podane. Qu'est-ce qu'il y a dans Podane qui est intéressant pour un jeune roi? Ensuite, mais on lui laisse un peu la bride sur le cou quand même. Là, c'est pour ça qu'il peut faire des fugues. C'est pour ça que. Ensuite, à 7 ans, il passe aux hommes. Et il y a des ruptures. Hein. Je mets en scène, voilà, du jour au lendemain, il ne voit plus sa gouvernante. C'est violent à ce moment-là. Voilà, il y a la séparation où Mazarin intervient. Et c'est intéressant de voir ces ruptures successives parce que ça construit aussi une personnalité. Ensuite, donc les hommes, les professeurs, alors de toute matière. Là, vous faites je fais une parodie, galerie je fais une parodie du bourgeois gentilhomme. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est amusant. Ensuite, il y a le précepteur, l'abbé Péréfixe, qui va écrire des textes historiques spécialement pour lui. Alors, je suis allé retrouver sur Gallica les textes de Péréfixe, et donc je les ai imaginés lorsqu'il est emmené sur le front des armées au nord, dans la guerre contre l'Espagne. Voilà, il est avec son précepteur qui lui inculque pendant tout ce long voyage dans le carrosse des souvenirs de son grand-père, Henri IV, menant la guerre lui-même. Donc voilà, en miroir, on apprend, c'est quand même bien d'apprendre l'histoire avec des récits de son propre grand-père. Et puis, il y a son valet de chambre, Laporte, qui est un personnage très important, qui va écrire ses mémoires, avec qui il a des rapports compliqués, mais les mémoires de Laporte sont les plus intéressantes, parce que Laporte est un bon serviteur au sens... c'est-à-dire qu'il ne le flatte pas. Il est déjà entouré de flatteurs qui pensent à l'avenir, qui pensent à se placer quand il va grandir, et qui lui renvoient cette image du roi. Il appelle déjà le Mercure,
Jupiter, enfin tout ça, Neptune, enfin tous les... La porte, il est droit, il est sévère, et il le rappelle à ses devoirs, et donc par exemple, il va devoir aussi le fesser. Il est un peu le principe de réalité, on va dire, autour de Louis XIV. Et puis il y a les amis, quelques amis, permis par Mazarin, évidemment de très 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 grandes familles. C'est une manière de placer, de surveiller. De toute façon, à ce moment-là, tout était question de clan, de charge, d'influence. Et il apprend aussi, le jeune Louis XIV, ces jeux-là. Et là, il y a ce personnage de Brienne qui lui aussi a écrit ses mémoires, où il y a quelques éléments intéressants sur la psychologie de Louis XIV. Dans les disciplines qui sont enseignées, donc bon, il y a celles qui nous paraissent attendues et classiques, les mathématiques, les lettres, la religion, mais il y a aussi des disciplines un peu plus surprenantes pour nous, hommes du XXIe siècle. Par exemple, il a un professeur de danse, c'était une matière obligatoire, j'allais dire. Oui, et c'est une matière qu'il va aimer, qu'il va pratiquer. Il va vite, en fait. Pourquoi la danse? Parce que le roi doit domestiquer son apparence, maîtriser ses émotions, construire une majesté, et cela s'apprend dès le plus jeune âge, comme il doit apprendre à chasser, puisque c'est signe d'une bonne santé physique, la chasse n'étant qu'une sorte de portrait en mineur d'un roi qui partira ensuite à la guerre. C'est faire la guerre aux animaux avant de faire la guerre aux hommes. Et donc la danse, qui est une discipline dans laquelle il va se jeter. Et là, c'est intéressant parce que j'ai aussi essayé de creuser la construction d'un enfant et d'un adolescent qui va aimer la mise en scène, qui va aimer la mise à distance, le contrôle. Parce que la Fronde et tout ce qui s'ensuit, c'est aussi l'irruption incontrôlée des bourgeois, des parlementaires, du peuple, jusque dans sa chambre. Et d'un palais royal menacé. Et moi, mon interprétation, c'est que derrière, parce que dans tout ce livre, je pense évidemment en nombre porté au futur Louis XIV, c'est pourquoi il s'est ainsi constitué une sorte de mythologie solaire et un cérémonial, ce qu'on a appelé le roi-machine, qui met à distance toute personne. Et je pense qu'il y a des éléments là dans l'enfance qui l'expliquent, cet absolu en fait, cette radicalisation du cérémonial et cette construction finalement d'une personnalité inaccessible. François Guillaume, n'oubliez pas de boire, nous sommes à l'heure de l'apéro. Dans votre livre, j'en ai marre de vous voyez, j'allais dire, on s'est toujours tutoyé. Passons au tutoiement, ça sera plus simple. C'est le vin. Oui, c'est le vin. François Guillaume, on a bien compris que c'était une éducation très, très stricte, très sévère. À la fois, vous avez parlé d'amour. Certains ont parlé carrément de dressage de cet enfant. Est-ce que c'est pas un peu forcé? Non, alors il ne faut pas faire d'anachronisme. Il ne faut pas projeter nos valeurs du 21e ou 20e siècle sur le 17e siècle. Il y avait une éducation rigoureuse où on n'hésite pas à fouetter l'enfant même s'il est royal. Il y a en tout cas une exigence. Il y a tout de même des preuves d'amour chez la reine. Le plus bel exemple est sans doute le moment où il manque mourir de la fièvre à l'âge de 9 ans, où là on voit très bien comme une métamorphose de cette reine qui devient une sorte de garde-malade, qui abandonne toute charge, toute activité pour le veiller jour et nuit, voilà, il y a une sorte, on voit bien un caractère fusionnel. J'ai imaginé, alors là on ne sait pas, mais elle était très, très religieuse. Et donc, j'ai imaginé des moments où ils prient ensemble, tous les deux, en espagnol, cette langue qu'elle essaie de lui inculquer, parce que l'espagnol, c'est la langue de Dieu. Et donc, il y a quand même des rapprochements très, 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 très forts, et donc une tendresse qui existe, mais qui cohabite avec des moments beaucoup plus pénibles, où elle essaye d'imposer sa loi.
Alors votre enfant roi grandit et on voit déjà se dessiner des traits de caractère. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de ce futur roi, son caractère? Alors, Brienne est une bonne source d'information. On sait qu'il joue quand même. Oui. Il y a la place du jeu à l'intérieur du palais royal, avec la construction autorisée, encouragée par Mazarin d'un fortin, parce qu'il faut lui apprendre aussi l'art de la guerre. Rien n'est gratuit, rien n'est inutile. Et donc, avec ses petits amis, il s'essaie à l'art du siège. Il gagne toujours du côté du vainqueur. Le roi est toujours vainqueur. Dit Brienne, qui est toujours souvent du côté des vaincus. Ça se discute pas, ça. Mais c'est une ligne qui m'a beaucoup frappé, c'est que Brienne dit, même dans la victoire, il n'est pas dans la joie. Et il y a toujours cette gravité qui accompagne ses traits et son caractère. Donc, il y a une acquisition très précoce de la conscience de sa charge, rendue accentuée par l'urgence des événements. Il a 10 ans quand la Fronde se déclenche. Il est constamment confronté à une contestation de son pouvoir. Il y a un autre trait de caractère, Brienne, là aussi j'utilise Brienne, c'est Bordeaux, c'est pour ça que j'ai pensé que le vin était de Bordeaux. Le moment où, là encore, il va affronter les doléances et les remontrances du Parlement de Bordeaux, ce sont des régions là qui sont dans des états de rébellion qui sont agrégés avec les quelques princes. Et il voit bien qu'en fait, on l'humilie, en fait, on lui traite, on lui adresse des propos très, très, très blessants et il ne peut rien répliquer. Et là, des larmes coulent. Il est avec son ami Brienne, qui l'a rejoint, il s'occupe de chevaux et là, brusquement, des larmes coulent. Et tout de suite, il dit à Brienne, qui s'en est aperçu, ne vous avisez pas de rendre compte de ces larmes à quiconque. Là, vous avez quand même à la fois, à un moment, l'enfant craque, hein, l'enfant cède à ses humiliations répétées, il doit souvent fuir de nuit, on le réveille. Il y a un moment, mais en même temps, il ne veut pas que ça se sache. Hein. Il y a cet orgueil, le roi ne pleure pas. Il y a un moment, moi, qui m'a beaucoup... là aussi, ça montre peut-être comment j'ai travaillé, c'est on sait qu'avant une des fuites nocturnes précipitées hors de Paris, lors de la nuit des rois, l'épiphanie, il tire les rois avec la reine. Je me suis dit, le roi qui tire les rois, c'est intéressant. Et donc, il va... Mais ce soir-là, ça c'est les mémoires de Madame de Motteville, la confidente de la reine. Il ne gagne pas, il ne gagne pas la fève, jamais la fève. Et donc, elle le couronne, elle boit, c'est la chanson « La reine boit, la reine boit ». Et je me suis dit, voilà, la reine, il est un roi contesté, elle lui donne la couronne. Et j'ai imaginé, comme il est réveillé en pleine nuit, que cet enfant va garder cette couronne de papier la nuit, qui va être réveillé en sursaut, en urgence. Il faut partir du palais royal en pleine nuit, monter dans le fiacre avec Mazarin, la reine. Mazarin qui lui... Le roi dit où est-ce qu'on va? J'aimerais bien quand même être mis au courant. Là, Mazarin l'informe et puis ils partent à 2 fiacres. Derrière, il y a le prince de Condé, hein, qui est le vainqueur de Rocroi, qui vient les rejoindre en catimini sur le quai, ce qui va devenir le cours La Reine. Et il voit cet enfant qu'il a toujours un peu méprisé, parce qu'il a 10 ans de moins, c'est un enfant, avec sa couronne de papier, il se moque de lui. Il n'est qu'un roi de papier. Et puis, j'imaginais que l'enfant vient de s'apercevoir presque qu'il a cette couronne de papier, il la jette de dépit et de rancœur et de colère par la fenêtre du fiacre. Voilà, de manière comme je suis parti juste de la nuit des rois et comment on peut essayer de comprendre et d'incarner la psychologie dans des situations. Très belle scène, je m'en souviens effectivement. Alors, la géographie de cette pièce, c'est effectivement le palais royal qui est très souvent sa prison, les escapades effectivement à Saint-Germain.
Et puis à la fin, on découvre un autre espace. Tu finis merveilleusement sur un petit château. Et j'ai envie qu'on fasse découvrir ce chapitre. On va carrément jouer la scène si tu veux bien. Est-ce que... attends, il faut que je prenne ton livre. Voilà, j'en ai un là dans ma bibliothèque, tu vois. Voilà, tu vas le prendre. Et donc, je te propose que l'on se retrouve à la page 319. Voilà, à mi-hauteur. Tu te sens prêt? Allons-y, prenons, Alors, chevauchons les choses. d'abord, si tu veux bien, Au galop. costume. Allez, action. Et le roi se mit au galop. Mais ils débouchèrent bientôt dans une clairière qui remontait jusqu'à un petit château, hérissé de toitures gris bleuté, qui coiffait des murs où la brique rouge alternait avec le blanc de la pierre. « Nous voilà chez votre père, sire. » Comme cela est charmant. Mazarin m'en a parlé quelquefois, faute de m'y emmener. Versailles. Tel est le nom de cette demeure, me semble-t-il. Versailles, en effet, confirma d'Artagnan, à qui le lieu n'était pas inconnu. Avant d'aller mourir à Saint-Germain, le roi votre père y a passé ses derniers instants. J'étais de l'escorte qui l'avait porté de son lit à son carrosse. J'ai encore la mémoire des mots qu'il adressa à son confesseur. « Si Dieu me rend la santé, citons mon dauphin en état de monter à cheval et en âge de majorité, je le mettrai en ma place et je me retirerai à Versailles, avec 4 de nos pères pour m'entretenir de choses divines. » En entendant ces paroles, qui avaient été prononcées derrière ces murs, le jeune roi parut troublé. Et d'une voix enrouée, il répondit à d'Artagnan. « Je suis en état de monter à cheval. Je suis en âge de majorité, mais Dieu n'a pas rendu la santé à mon père. » Tu devrais être acteur, hein? Tu devrais être acteur. Voilà, ça, tu finis donc sur cette découverte très belle de Versailles. Est-ce que je peux enlever la perruque? Parce que c'est presque un crime de lèse-majesté, là, que vous me faites commettre. Autorisé. Il fait un peu chaud ici, hein, et la perruque, c'est très chaud. Sans toi libre, pas d'inquiétude, et tu as toujours droit à mon irancie. Peut-être on pourrait finir sur une page mal connue de l'histoire. On parle toujours effectivement de l'arrestation de Fouquet. Tu montres la montée en puissance et la prise de pouvoir du jeune enfant. Raconte-nous quand même l'arrestation du cardinal de Retz. Oui, on parle toujours de l'arrestation de Fouquet, derrière laquelle c'est surtout Colbert en fait qui a œuvré, alors que 8 ans auparavant, Louis XIV se débarrasse de son dernier ennemi politique, le cardinal de Retz, qui n'a cessé en fait de le narguer, de le provoquer du haut de Notre-Dame, dont il était l'archidiacre, et qui était un personnage redoutablement intelligent sur le plan politique, presque un populiste avant l'heure. Et donc, toute la difficulté d'abord est d'attirer Gondy, enfin cardinal Retz, au Louvre, où se trouve maintenant Louis XIV, parce qu'il se méfie, le palais royal c'est trop léger comme muraille, et évidemment c'est un vieux singe à qui on n'apprend pas les grimaces à Gondy, donc il se méfie, mais quand même à un moment il vient dans le Louvre, et c'est vraiment arrivé dans l'antre du roi Lion, et là le roi a décidé lui seul d'un cérémonial et d'une mise en scène de quelques paroles qui seront prononcées, qui seront comme des mots de passe, comme des avertissements, des alarmes pour ces hommes de main, pour se saisir de Retz. Et c'est un moment, moi, qui m'a beaucoup intéressé, parce que là, je me suis dit, il y a toute une maîtrise du rapport de force. Quand même, voilà, un jeune homme de 15 ans qui est face à l'adversaire politique et qui se joue de lui un peu comme un jeune lion là, qui sent pour la première fois la chair fraîche et qui va la dévorer avec un calme qu'on retrouve déjà, qu'il démontre déjà sur scène dans ses ballets, qu'il écrit, hein, on sait qu'il travaille les livrets de manière très attentionnée pour réécrire le texte et pour paraître déjà en majesté. Donc là, il y a une pleine conscience, et toutes ces humiliations, là, on sent déjà qu'il veut les surmonter, les transformer, et que humilié, il humiliera. Ça serait le mot de la fin si tu veux bien.
Grand merci François-Guillaume Laurin pour cet enfant roi. C'est un beau cadeau et un cadeau de Noël à offrir autour de vous. Vous pouvez encore acheter le livre de François-Guillaume sur le site Histoire de lire. Les dédicaces sont encore ouvertes. J'ai envie quand même de formuler un message personnel. Je voudrais en profiter pour remercier François-Guillaume, mais aussi, j'allais dire, Jérôme Cordelier, Sophie Gournet, toute la belle équipe du Point qui accompagne notre salon depuis des années et qui, cette année en particulier, dans cette mutation un peu particulière numérique, était à nos côtés. Merci Le Point et à très vite pour de nouvelles histoires. Merci.